Alors, on vient de l'entendre, la conservatrice Amy Coney Barrett fait désormais partie des 9 juges de la puissante Cour suprême. Le président américain a salué un jour historique. Qu'en pensez-vous? C'est vraiment une victoire de taille pour Donald Trump à une semaine de la présidentielle? Ah oui, c'est une victoire inestimable. On a quand même un renversement de majorité qui était à 5-4 depuis la Seconde Guerre mondiale et qui effectivement est passé à 6-3. Cela veut dire que cela va être beaucoup plus compliqué désormais pour les juges progressistes d'imposer cette vue judiciaire qui veut que la Constitution est un document vivant qui évolue avec son temps et qui s'adapte à son époque. C'est ce qui a permis notamment l'application du droit à l'avortement pour toutes, du mariage pour tous ou d'autres questions qui sont effectivement très progressistes. Cette juge, comme celui par exemple qui lui a fait prêter serment, Clarence Thomas, sont des originalistes. Ils veulent donc retourner à l'essence de la Constitution et ces droits-là n'étant pas donnés dans la Constitution, ils ne sont pas enclins à aller de ce côté-là du droit. Ils estiment que c'est au Congrès de légiférer et pas à la Cour suprême de fabriquer du droit. C'est ça le vrai changement qui vient de s'opérer cette nuit. Les échanges entre Donald Trump et Joe Biden, on le sait, sont souvent houleux, voire violents. On l'a vu lors de la campagne présidentielle. Je vous propose d'ailleurs d'écouter la dernière joute verbale entre les candidats et on se retrouve tout de suite après. Pouvez-vous imaginer si je perdais contre lui? Je dirais que j'ai perdu contre le pire candidat jamais présenté. Ne me faites pas ça, le Michigan. Il dit que nous sommes au bout du tunnel. Si mon grand-père Finnegan était encore là, il dirait qu'il perd la boule. Le bout du tunnel. Mon Dieu. Alors on le voit bien, ils ont deux styles totalement opposés. Oui, ils ont deux styles opposés, mais ils viennent de deux mondes opposés aussi et très différents. Joe Biden, lui, a grandi dans une petite ville du nord-est de la Pennsylvanie, dans la vallée de Lehigh, Scranton, une ville ouvrière dans laquelle il a grandi avec les Finnegan, comme il l'explique dans cet extrait, puisqu'il a effectivement des origines irlandaises. Et quand ses parents se sont trouvés en revers de fortune, eh bien, toute la famille était là habitée chez la belle famille, pour ce qui considérait son père. C'était pas une chose facile. Pendant ce temps-là, Donald Trump, qui a à peu près le même âge, vivait à New York et lui, il bougeait pour les beaux quartiers avec une cuillère d'argent dans la bouche, puisque son père était déjà extrêmement riche et bien sûr, c'était des vies vraiment très différentes l'un de l'autre. Joe Biden vient d'un milieu modeste, on l'a compris. Est-ce que cela peut changer la donne? On lui donne plus confiance finalement? Oui, parce qu'il s'agit cette fois... Il incarne un peu le rêve américain. Il incarne totalement le rêve américain, puisqu'effectivement, il arrive de rien et qu'il sera peut-être président dans une semaine. Donc effectivement, c'est ça le rêve américain pour tout immigrant qui va un jour poser ses valises, si jamais il a des valises, puisque certains arrivent aussi avec rien du tout, c'est de pouvoir refaire sa vie et arriver à en faire quelque chose de cette vie, qu'elle soit honorable et qu'on puisse peut-être même faire plus, devenir un entrepreneur, avoir des employés et pouvoir avoir un peu de prospérité. Donc effectivement, cet homme-là représente le rêve américain de façon assez extraordinaire. Oui. Alors je le disais à l'instant, vous venez de publier la biographie Joe Biden. Selon vous, il va battre Donald Trump et il va devenir le prochain président des États-Unis. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous laisse penser cela? Alors il y a un an, c'est vrai que j'annonçais déjà la victoire de Joe Biden. C'était cette formidable déchirure qu'il y a aux États-Unis qui me faisait bien sûr avancer sur cette hypothèse. Tout simplement en remarquant que si Donald Trump avait une base stable, très forte, en réalité, il ne grimpait jamais. Donc cette stabilité était aussi synonyme de stagnation. Et tout comme on a depuis 3 ans 2 narratifs pour chaque histoire, et c'est la même chose pour Donald Trump, il y a en réalité 2 faces à son histoire et qui l'empêchaient d'aller un petit peu plus loin. Depuis, c'est vrai que la Covid est passée par là et que cela a renforcé encore plus ces divisions et le ressentiment vis-à-vis de ce président. Et puis désormais, on a les chiffres aussi. Oui, les derniers sondages le donnent en tête, Joe Biden. Les sondages le donnent en tête très largement au niveau national, mais surtout dans les États clés. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ces États clés dont on parle régulièrement, c'est-à-dire des États qui balancent plutôt d'un côté ou de l'autre parce qu'ils sont tellement serrés, ils sont aujourd'hui tous des États que Donald Trump a gagnés
en 2016. Ce qui veut dire que c'est lui qui a la pression. Joe Biden, lui, va déjà arriver au score qu'avait fait Hillary Clinton. Et désormais, chaque État qu'il va gagner en plus le rapproche de la victoire. Avec 2 ou 3 d'entre eux, il est président. Alors c'est plutôt le vote des jeunes ou des seniors en Floride qui pourrait lui permettre de l'emporter ? Mais la Floride est un État comme les autres, en réalité. C'est vrai que s'il gagne la Floride, l'affaire est entendue, puisqu'il faut qu'il remonte 34 voix. Il y en a déjà 29 à gagner en Floride. Mais même sans la Floride, il peut être président. Il suffit de gagner ces 3 États de la Rust Belt, que sont le Wisconsin, le Michigan et la Pennsylvanie. Et c'est bon, il a le score. Mais vous lui enlevez la Pennsylvanie et la Floride et vous lui rajoutez l'Arizona à la place, il est encore président. Vous voyez, il a tellement, en réalité, d'ouverture que c'est très compliqué pour Donald Trump. Et c'est pour ça que Donald Trump, actuellement, s'épuise à courir sur les 12 États en même temps qui, pas de chance, sont très loin les uns des autres, ce qui est encore plus épuisant. Alors je voudrais vous montrer une image. Joe Biden a le soutien de Barack Obama. C'est un proche, on le sait, ils ont travaillé 8 ans ensemble. C'était son vice-président. Alors Barack Obama s'est impliqué directement dans la campagne de Joe Biden. Quel héritage, selon vous, lui transmet-il ? Il lui transmet toute l'Obamania, j'ai envie de dire, d'abord, c'est-à-dire tous ces gens qui aiment Barack Obama, aiment de la même façon Joe Biden, parce que c'est vrai qu'on a vu cette amitié entre ces 2 hommes pendant 8 ans, qui n'a cessé de se renforcer, alors que ce n'était pas gagné au départ. Il faut savoir que la campagne de 2008, qui les avait opposés, avait mal démarré. Biden avait d'ailleurs fait une gaffe en expliquant que Obama était pas mal, puisqu'il était propre sur lui, et Obama avait été obligé d'expliquer qu'il prenait un bain tous les jours et c'était assez froid au départ. Mais c'est vrai que les hommes se sont trouvés et à la fin, quand il y a eu notamment l'enterrement du fils de Joe Biden, puisqu'il a perdu un fils pendant qu'il était vice-président d'un cancer, Barack Obama a fait un discours très émouvant dans lequel il a expliqué qu'il était un Biden lui aussi, qu'il était désormais de la famille. Et ce n'était pas une formule, c'est vraiment, les hommes sont très proches. Merci beaucoup Jean-Éric Brana pour cet entretien. Je rappelle que vous êtes l'auteur de la biographie Joe Biden.